sociologue, Brené Brown, qui dit: «Les problèmes les plus, personnels sont les plus universels». Donc, ce que tu vis, quelqu'un d'autre forcément le vit et tu vas rendre un service à cette personne. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écrisunroman.fr, formatrice et auteure. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains. Dans ce nouvel épisode du Café des auteurs, je te présente Christelle Evita, qui a écrit un livre témoignage sur son parcours d'aidante familiale et les nombreuses émotions et galères qu'elle a pu rencontrer à ce sujet. C'est un livre très très fort, très cash et riche en émotions, et j'avais très envie de discuter avec Christelle de l'écriture autobiographique, du fait d'écrire sur soi, et notamment sur des sujets difficiles, chauds comme le dit Christelle, sachant que moi aussi j'ai écrit un livre témoignage qui s'appelle Food Fighting, qui est sorti en octobre dernier. Je trouvais intéressant d'inviter Christelle pour échanger à ce sujet et t'expliquer quelles sont les difficultés rencontrées quand on écrit une autobiographie, comment éviter de se laisser submerger par ses émotions quand on écrit, comment impliquer le lecteur dans ce travail très personnel et les nombreux conseils de Christelle pour les auteurs en herbe. Je te laisse avec notre échange, bonne écoute. Et on est avec Christelle Evita. Hello Christelle. Hello Ingrid. Alors, est-ce que, avant tout, tu pourrais dire un peu à nos auditeurs qui tu es, avant de parler peut-être de ton livre? Alors, donc Christelle, je suis, une Parisienne de 44 ans. Je suis, moi, amoureuse des chats, de lecture, d'écriture, de sport, de yoga et puis en plus d'écrire, donc des pièces de théâtre et là, tout récemment, un témoignage. J'ai une autre activité, je travaille aussi dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, on va dire que je suis une slasheuse, quoi. Je fais plein de trucs. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton livre qui s'appelle «Devenir le parent de son parent ou presque» et en particulier pourquoi tu as choisi d'écrire sur ton statut d'aidante? Alors ce livre, ce témoignage comme tu dis, c'est un témoignage sur ma vie d'aidante, parce que c'est actuellement, ce que je suis pour ma mère, qui est une personne âgée, une vieille dame maintenant qui a 84 ans et qui est atteinte de troubles neurodégénératifs, donc ce qu'on appelle, classiquement, Alzheimer. Cette identité, d'aidante familiale, c'est une nouvelle identité et que j'endosse depuis 2020, octobre 2020 et c'est quelque chose qui m'est tombé dessus et du coup, au fur et à mesure de ce que je vivais et puis aussi de ce que je lisais ou pas autour de moi, autour de c'est quoi un aidant, c'est quoi une aidante, j'en ai eu un peu assez parce que c'était beaucoup de choses, en tout cas dans ce que j'ai vu et lu, très lénifiant. «Oh c'est super, j'ai une nouvelle relation avec, ma mère âgée, elle l'a fait pour moi, c'est à moi de le faire pour elle», et moi c'était pas du tout comme ça, que je le vivais et que je le vis et j'ai eu envie de faire, un témoignage, enfin j'avais envie de dire quelque chose un peu moins politiquement correct, quoi, et donc et toutes ces phrases: «Oh c'est super, faut lui rendre elle t'a élevé, il faut rendre là pareil». En fait, j'avais aussi envie de montrer qu'il y avait une autre réalité et montrer l'envers du décor, de la dépendance, en tout cas de personnes âgées, en l'occurrence de parents âgés et puis, aussi l'envers du décor, sur, comment dire? Sur ma condition, sur comment je le vivais moi aidante. Parce que, ça je le lisais nulle part, je lisais que des trucs: «Oh c'est super, c'est génial», alors que moi c'est pas ce que je vivais. Donc j'avais envie de partager ça, de dire aux gens: voilà pourquoi c'est chamboulant. Dire aussi qu'il y a du déni, parce que moi, je me suis rendu compte que avant que ça me tombe dessus, j'étais dans le déni, c'est-à-dire je faisais comme si ma mère, elle vieillissait pas, alors que bien sûr qu'elle vieillissait, bien sûr qu'il y avait des signes avant-coureurs, mais c'était trop émotionnellement trop dur à reconnaître et aussi, voilà, témoigner de ça et puis de toute la charge administrative, parce que ça, c'est un truc qu'on ne dit pas, mais en fait, un parent, pas qui est âgé, mais qui devient dépendant, et notamment de manière cognitive, eh bien, il y a plein de choses que tu dois faire à sa place
Et cette dimension administrative, elle est tue. Et en fait, si on ne te le dit pas, quand ça tombe dessus, c'est un peu double choc. Puis la recherche d'EHPAD et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de partager ce témoignage aussi pour ces aspects très concrets, déjà pour la dimension émotionnelle, mais aussi sur des aspects très concrets que je n'avais pas et que je présume d'autres n'ont pas non plus. Et tu avais pas trouvé ça ailleurs et tu estimais qu'il y avait aussi un manque à ce sujet, peut-être d'information de la part de notre gouvernement finalement. Il y a de ça. Alors après, sans doute que l'info, peut-être, elle existe et que j'ai mal cherché, mais on te dit toujours, on dit, il faut mettre votre mère dans un EHPAD. Si je donne un exemple, donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc tu te dis, ok, tu as l'impression que c'est toi qui choisis, qui décide, mais en fait, si la personne est dépendante cognitive et même, je pense, physique, en fait, tu choisis oui et non. C'est le docteur, soit ton médecin de ville, soit si c'est en milieu hospitalier, et l'équipe de l'EHPAD qui vont analyser le dossier de ton parent et décider si oui ou non il peut être accepté dans l'EHPAD. Donc, le choix laissé à la famille et aux aidants, il est somme toute assez restreint. Ce qui en même temps se comprend parce que, effectivement, ma mère, par exemple, elle a des troubles cognitifs. Tu as des EHPAD qui sont très ouverts, les résidents, ils peuvent rentrer, sortir. Donc, très bien, mais pour quelqu'un comme ma mère qui a des troubles, qui est perte de mémoire très forte, si elle est dans un EHPAD ouvert, c'est très dangereux parce qu'elle peut partir, elle peut sortir, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, par exemple, tu ne choisis pas ton EHPAD. Donc, du coup, ça, tu ne le sais pas. Donc, du coup, c'est très étrange, ça. Et puis aussi les dossiers, tous les papiers administratifs, surtout quand tu n'as pas la signature. Et ça, ces infos-là, très concrètes, elles ne sont pas communiquées et qu'on te prévienne, ou même de savoir que, en fait, ces maladies-là, elles avancent à bas bruit et qu'il faut à un moment donné oser se dire, c'est dur, là, il faut que j'ai procuration ou que j'ai la signature sur un certain nombre des documents administratifs et bancaires de mon parent. Parce que c'est pas quand ton parent est complètement dans le why et que clairement il n'est plus là qu'on va te donner, que tu vas pouvoir obtenir la signature. Donc, c'est typiquement des choses comme ça dont moi, je n'ai pas trouvé l'info et j'avais envie aussi de partager ça. Et en plus de partager donc ce côté concret, les échanges qu'on a eus avant et pendant l'écriture, ça a aussi été sur justement tout ce côté émotionnel qui vient avec. Comme tu dis, tu parles de moments charnières comme le fait d'avoir la procuration, de décider ou non de mettre son parent en EHPAD. C'est des moments très très forts, peut-être même violents. Comment est-ce que tu en es venu à te dire ces moments très forts et violents, je vais les extérioriser et les écrire? Ce qui se passe, c'est que déjà, quand j'écris, quel que soit le sujet, je suis un peu comme dans un état second. C'est-à-dire, c'est moi qui produis, mais après, quand je relis, j'ai jamais l'impression que c'est moi intentionnellement qui ai voulu faire ça. Donc, il y a déjà ça, c'est déjà de base. Et après, concernant les moments effectivement forts dont tu parles, par exemple, effectivement, j'avais écrit quand je dis la première fois que tu laves le corps nu de ta mère. En fait, j'écris, moi, à chaque fois que j'écris sur le plan, c'est que j'écris tout ce qui me choque, qui me dérange. Et comment j'en viens à ça, c'est quand le réel vient me percuter, quoi. Et dans le cas du fait de laver le corps de ma mère, de son vivant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment le réel qui m'a percuté. C'est une aide-soignante à l'hôpital qui m'a dit non, mais votre mère, elle ne veut pas se laver avec nous, donc peut-être qu'avec vous, elle voudra. Et en fait, mais ça m'a mis en état de sidération, quoi, parce que je n'étais pas du tout prête. Tu nous avais donné, vous avez donné des conseils, vous envoyez toujours un petit carnet sur vous. Du coup, tous les moments comme ça, un peu forts ou déroutants, je les notais. C'est aussi une façon de dire, ouais, je vais en faire quelque chose, quoi. Je ne vais pas le garder en moi. Donc, je le notais. Ensuite, je les ressortais et je passais à l'écriture. Donc, il y a eu quelque chose comme ça où, quand c'était dur, je savais que j'allais avoir un endroit pour le déposer. Et le premier endroit pour le déposer, c'était clairement le petit carnet. Donc, il y avait un truc comme ça qui m'a permis d'écrire des choses un peu difficiles, quoi. De me dire, bon, je ne mets pas un mouchoir,
j'y pense pas toute la journée. Tiens, je l'écris sur le carnet, puis après, j'y reviendrai quand ce sera mes temps d'écriture. Comment s'est passé en fait le moment où tu t'es dit, ça va pas être de l'écriture comme parfois j'écris des pièces de théâtre ou peut-être un journal pour m'aider à extérioriser, à vivre le moment, c'est vraiment un livre, j'ai envie de partager ça. En fait, j'avais commencé à écrire autour de ce que je vivais avec ma mère, mais avant qu'elle soit en institution, en EHPAD, parce que ça me faisait du bien, ça me permettait juste de m'apaiser. Et à un moment, je me disais quand même, donc ça peut être depuis quand même 2018, je me disais, oh, mais quand même, il faudrait peut-être que je refasse quelque chose. Et puis bon, je ne savais pas trop, parce qu'effectivement, je me rendais compte que ça pouvait difficilement être une écriture théâtrale. Enfin, je ne voyais pas comment en faire une pièce ou un monologue théâtral. Donc, j'avais laissé ça en jachère. Et puis, janvier, c'est ça, 2021, oui, je scrolle sur Instagram et je vois passer, oui, Mastermind, si tu veux écrire un livre, Et je me dis, non, mais attends, je ne sais pas si c'est l'univers ou quoi, mais je me suis dit, attends, tu as ce contenu, tu ne sais pas quoi en faire. Tu sais que tu ne pourras pas en faire une pièce de théâtre. Et en même temps, tu as envie d'en faire quelque chose, essaie l'écriture autobiographique sous mode témoignage. En plus, tu as un mastermind, c'est-à-dire que tu ne seras pas toute seule si jamais ça te fait débloquer, si jamais c'est trop dur. C'est vraiment quelque chose d'opportunité, je pense qu'on appelle des synchronicités, mais c'est comme ça que ça s'est goupillé. Parce que sinon, je pense que ce serait encore dans mon tiroir, parce qu'il fallait aussi un booster. Et justement, ce mastermind, donc c'était un mastermind co-organisé par J'écris un roman, où le but était d'écrire le livre en 1 an. Et est-ce que le fait d'avoir une date limite a été important pour toi? Alors, pour moi, oui, ça m'a motivée parce que, comment dire, j'ai ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. On a dit que ça doit être fait dans 1 an, donc je me dis, ça doit être fait dans 1 an. Donc il y avait un truc où, en même temps, je ne pensais pas du tout réussir, mais comme j'avais dit OK pour le mastermind, je me suis dit, non, tu as dit que c'est dans 1 an, donc le petit côté bonne élève a dit, non, il faut que ce soit fait dans 1 an. Donc moi, ça m'a boosté, surtout que ça faisait un certain temps, que ça faisait au moins depuis 2018 que j'avais des bribes, mais j'en faisais rien. Mais quand je me suis inscrite, je ne pensais pas que ça allait aboutir à la forme que ça a aujourd'hui. Donc, oui, il y avait cette date de 1 an, enfin de donner 12 mois, pour moi, ça a été vraiment booster. Et ce qui a encore plus boosté, c'est que surtout, il y avait des échelons, des étapes, des échéances. À telle date, il y aura le premier jet, des trucs que moi, je ne connaissais rien du tout, tu vois, genre le premier jet. À telle date, il y aura la bêta lecture, après, on sera en relecture, là, vous serez en préparation de l'édition, de l'auto-édition. Ce qui fait qu'il y avait la grande échéance, mais en même temps, il y avait toutes les petites étapes, ce qui fait que c'était moins angoissant, quoi. Comme on dit, comment tu manges un éléphant, c'est par petits bouts, quoi. Donc, en même temps, c'était bien d'avoir l'échéance finale, mais heureusement qu'il y avait des jalons intermédiaires. Et est-ce que, au niveau du coup de l'écriture en elle-même, parce que tu écrivais du théâtre, ce qui n'a quand même rien à voir, Oui. comment tu t'es mise en fait dans ces séances d'écriture-là qui ont dû être parfois difficiles avec des émotions très très fortes? J'ai vraiment suivi les conseils là, que tu donnais, qui étaient de dire, vous donnez un temps, 20 minutes c'est bien, et vous écrivez, vous mettez pas de barrière, vous écrivez. Et comme moi, j'écrivais déjà du théâtre, et j'écrivais pas du tout comme ça, moi, j'écrivais quand il y avait l'inspiration, je pouvais ne pas écrire pendant une longue période et tout d'un coup m'y remettre. Donc, quand toi, tu as proposé, vous avez qu'à moi, je vous propose ça, c'est des séances de 20 minutes, vous faites votre petit rituel avant, c'est-à-dire vous planifiez dans l'agenda, etc. Au début, je me dis, non, mais attends, bien gentil, mais je ne vois pas vraiment ce que je peux écrire en 20 minutes. Mais encore une fois, mon petit syndrome de la bonne élève, je dis, on t'a dit de le faire, tu le fais. Et finalement, vu les sujets un peu chauds que je traitais, et les thèmes un peu chauds, finalement, 20 minutes, c'était parfait, quoi. Parce que je crache ce que j'ai à cracher, ça sort sur la feuille, 20 minutes, je vais boire un thé, je fais 2 postures de yoga, ou tout simplement, je travaille. Et puis, soit je m'y remets, soit je m'y remets pas.
Et puis, ce qui était bien, c'est qu'en plus, comme il y avait des séances, des fois, d'écriture à plusieurs, on pouvait être à plusieurs à distance, et ben, quand c'était un peu trop chaud, et ben, je discutais un petit peu avec les gens qui étaient sur le chat. Donc, c'est comme ça que j'ai, rétrospectivement, comme tu me poses la question, c'est comme ça que j'ai pu aussi gérer émotionnellement. C'est que des petites séquences de 20 minutes, même si des fois j'ai pu faire 1h20 d'écriture, mais c'était entrecoupé. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que ça faisait que le propos, il n'était pas en train de me contaminer. Déjà, j'en étais très chargée, mais 20 minutes, j'étais en train d'écrire. J'étais pas en train de revivre. J'étais en train d'écrire et de travailler de matière romanesque, de témoignage. Donc, faire attention, est-ce que c'est clair, trouver des images. Et du coup, il fallait que je sois efficace en 20 minutes. Alors que si je me laissais aller comme ce que je faisais au théâtre, c'est pas mal, hein, mais c'est juste que c'est différent, où je me laissais des longues plages et tout, avec ce sujet-là qui me touche de près, je ne sais pas si j'aurais eu le même enthousiasme à l'écriture. Tu aurais peut-être procrastiné plus facilement aussi, comme ça. Ouais, je pense, parce que j'aurais eu un peu de mal à y retourner, de crainte d'être trop prise émotionnellement. Alors que là, comme il y avait un cadre, on comptait les mots, donc ça me donnait des dérivatifs en me disant, ah ben tiens, je pensais que j'avais rien à dire sur ce sujet, ah ben j'ai pu écrire tout ça. Donc ça m'a évité la procrastination et d'être trop émotionnellement touchée par quelque chose qui déjà me touchait énormément. Et donc, tu trouves que tu revivais pas les émotions un peu négatives que tu décrivais. Euh, Personnellement, pour avoir aussi écrit, alors un roman témoignage, en l'occurrence Food Fighting, mais aussi des romans difficiles qui touchaient à des problématiques personnelles, j'avais parfois l'impression de revivre justement ces fameuses scènes en les écrivant et même de les revivre en puissance 20 finalement, parce que je plongeais vraiment dans le personnage, je me redemandais comment c'est de sentir ça dans son corps, cette émotion-là, etc. Mais c'est vrai que comme tu le dis, c'est différent finalement. On a le choix, en fait, on peut le faire ou pas quand on écrit. On a cette distance. Oui, c'est exactement ça. On a cette distance et puis tu as raison, moi aussi je replongeais, mais je replongeais dans un but précis. C'était pour aller écrire alors que sinon je pense que je serais replongée puis en mode du coup j'aurais auto-nourri l'angoisse alors que là je replongeais, certes dans des choses difficiles, pas agréables, mais dans le but d'en ressortir quelque chose pour l'écriture. Donc du coup ça mettait l'objectif dans un endroit finalement porteur et sain, quoi. Au sujet du livre autobiographique, la difficulté que j'ai eue, que tu as eue et que je pense on peut très facilement avoir dans ce cas-là, c'est que comme c'est de notre vie dont il s'agit, on n'a pas la fin. Comment ça s'est passé pour toi? Ah bah ça a été quelque chose, on en avait parlé, parce qu'en plus dans le mastermind, je vois d'autres, c'était sur d'autres sujets ou d'autres types, et eux avaient leur fin, puisque par exemple c'est un polar, et là oui, t'as ta fin, et effectivement, non, ça commençait un peu à m'angoisser, en me disant, oh là là, en plus, il y avait un truc que je voyais très basiquement, je me disais, non mais la fin, ça va pas être le fait que ma mère parte, décède, ce serait horrible, et donc ça a commencé à me travailler beaucoup. Et puis, à un moment, tu m'avais dit, non, mais attends, la fin, au bout d'un moment, elle va apparaître, ça va te sembler évident ou logique, ou sinon, imagine que c'est telle fin, et puis tu y reviendras. Et du coup, ça m'a apaisée, mais c'est vrai que c'est une. Parce que, par exemple, dans ce que j'écrivais au théâtre, même si ça se base toujours sur des choses qui me touchent ou qui m'ont touchée, c'était plus des histoires en cours, c'était des histoires finies. Et donc ça, c'était aussi une très belle nouveauté pour moi. C'était tellement drôle. Et c'est vrai, à un moment, je n'arrêtais pas de dire, je disais, quelle fin je vais mettre, quelle fin je vais mettre. Et après, tu me dis, attends, arrête de t'angoisser avec ça, poursuis. Si tu as besoin de poser une fin, bah, pose une fin de manière arbitraire. Et tu verras, quand de toute façon, tu auras le premier jet, tu vas le relire. Donc ça, c'était vraiment très précieux. Et c'est vrai que c'était un petit peu étrange, cette histoire de fin.
C'est intéressant comme témoignage de ta part parce que souvent quand on parle de romans autobiographiques, il y a un peu un adage qui est on doit montrer les cicatrices et pas les blessures. Et c'est vrai que c'est mieux si on a du recul, si on est capable d'analyser un peu la situation a posteriori. Mais le problème c'est que dans ce cas-là, toi t'aurais pas pu forcément écrire ton livre, moi non plus, hein, soyons honnêtes. Et donc je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi ton témoignage de dire mais on peut être en plein dedans entre guillemets et quand même écrire un livre à ce sujet. L'analyse que tu as faite, oui, elle est très juste, dans le sens où moi j'ai écrit des livres où je montrais les cicatrices, mais là en l'occurrence ça s'y prête. Enfin, j'ai écrit la pièce du théâtre où je parlais de cicatrices, mais là c'est pas ça quoi. Là moi je montre la blessure en cours et je trouve que c'est tout aussi nécessaire. Enfin en tout cas ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi et puis c'est sûrement plus réel, on est vraiment au cœur de toi et pour avoir lu, pas terminé mais lu le début, on est vraiment plongé dans ta peau, dans tes émotions, dans tes sensations, c'est un livre très très cash et vivant et je suis pas sûre que si tu avais attendu une vingtaine d'années pour l'écrire, il aurait eu toute cette émotion-là que va certainement ressentir un autre aidant. C'est sûr que le côté dedans, cru, il est là parce que, comme tu dis, c'est exactement. Il y a un côté à fleur de peau très présent parce que je le vis. Et c'est sûr que dans 20 ans, je ne l'aurais pas dit comme ça. Je ne sais même pas si j'aurais eu envie. Et puis, il y avait un besoin de le faire maintenant, quoi. Alors là, on quitte un peu l'écriture pour revenir plus aux corrections, je dirais. Mais une fois que tu avais écrit, extériorisé tes émotions, il fallait corriger. Il fallait se dire comment ça va se passer pour un lecteur qui découvre ce livre. Déjà, est-ce que dans ta tête, tu écrivais pour des aidants ou pour tout un chacun? Parce que finalement, on peut tous être concernés par le sujet. Alors, quand j'écris, en fait, j'écris avant tout pour moi. Et quand je relis, je suis en train de dire oh, waouh, j'ai écrit ça, c'est génial. Ou oh non, mais c'est n'importe quoi. Donc, bien évidemment, je sais et j'espère qu'il y aura un lecteur, mais avant tout, j'écris pour moi, dans le sens, j'écris ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé trouver et lire. Donc, j'écris avant tout pour moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais dans le mastermind, dans la velléité de publier pour que ça arrive à un lecteur, bah, du coup, il y a eu donc une bêta lectrice. Après, je l'ai aussi fait lire à une amie correctrice. Et là, chacune, elles m'ont dit c'est super parce que en plus, il y a des conseils, il y a des choses très pratico-pratiques en plus de ton partage de ton ressenti. Et là, tout d'un coup, progressivement, a mûri l'idée de ça pourrait servir aux aidants, mais aussi sur un aspect très concret et très pratique. Mais au début, quand je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit en me disant ça va servir à d'autres aidants. C'est plus quand j'ai partagé le livre en première lecture que la bêta lectrice, ma correctrice, même toi, après, tu me disais, mais si, d'autres personnes dans le mastermind me disaient, ah non, mais complètement, ça pourrait servir. Alors que bon, moi, je me disais, bon, bah, je fais ça surtout pour moi, pour me faire du bien et me faire plaisir. Mais plus le projet avançait, et puis bon, après, certains parlent de synchronicité, c'est aussi parce qu'on est polarisé dessus. Mais après, tu te mets à parler de ton sujet. Moi, je me suis mis à parler de mon sujet. Et tu n'as pas une personne qui te dit pas, ah ben moi, je suis concernée. Ma mère, elle a eu ça. Ah ben, j'avais pas du tout mesuré à quel point ça avait été aussi dur d'aider sa mère sur sa fin de vie. Ou une fille qui me dit, ah ben moi, c'est mon père, il a eu ça, mais j'avais pas du tout compris. Ça l'a complètement changé. Donc, progressivement, là, j'ai plus axé mon propos en me disant, imagine qu'un aidant, il prend ça, qu'est-ce qu'il pourrait en retirer, outre le fait qu'il y a une communication de ressenti. Donc, voilà, on va dire mon lecteur, il a apparu en deuxième temps. Et est-ce que tu as eu des témoignages de lecteurs déjà? Ce qui revient souvent, c'est que c'est cash, c'est cru, c'est direct, mais qu'en même temps, c'est nécessaire, qu'il y a plein de conseils, que ça chamboule. Et c'est exactement moi ce que je veux faire avec l'écriture, quel que soit le type. C'est que, comme je dis souvent, je ne veux pas que les gens y ressortent indemnes. Moi, quand je lis à quelque chose, je ne veux pas ressortir indemne. Je veux que ça me change en me disant, ah ouais, ok, j'avais pas vu ça, ah ouais, d'accord. Et donc, quand les gens me disent ça, je me dis, ok,
objectif atteint. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter avant la fin ou qui vont le lire petit bout par petit bout parce que c'est compliqué de ne pas se sentir touché. C'est sûr, et même, entre guillemets, quel que soit le témoignage qu'on peut lire, hein, on lit quand même quelque chose Oui, d'extrêmement personnel, on se met vraiment à nu ouais, dans les lignes. Et en ça, écrire Food Fighting pour moi a été beaucoup plus complexe et nébuleux, par exemple, que les romans où j'étais très linéaire et j'écrivais dans l'ordre chronologique. On est vraiment en train de se mettre à nu au lecteur, donc c'est sûrement pas une lecture facile, mais en même temps, comme tu dis, c'est un sujet qui va tous nous concerner. Donc, je trouvais intéressant aussi que tu aies cet aspect cash et percutant, parce que si tu nous avais arrondi les angles et vous avez dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mais un peu le discours que tu dénonçais au début, bah, ça marcherait certainement moins bien. c'est vrai que j'avais envie de porter un autre discours. Alors, je ne dis pas que ça se passe forcément de manière aussi qui a été la mienne, qui a été compliquée, violente, mais parce que j'étais pas, voilà, j'étais dans le déni, mais comme on dit tous, personne, enfin en tout cas, ma mère m'avait toujours dit, tu ne te mettras pas en maison de retraite, j'avais toujours dit, je ne te mettrai pas en maison de retraite, j'étais dans la critique, j'étais très violente avec les gens qui faisaient ça, oh là là, c'est des mauvais enfants, etc., etc. Et puis ça tombe dessus, et puis en fait, tu te réentends en train de dire tout ça. Et tu te dis, mais Christelle, en fait, mais tu as été horrible, en fait, tu as parlé de gens, de situations que tu ne connaissais pas. Et donc, j'avais aussi envie de livrer cette vérité, et je les mets dans le texte en disant, mais moi aussi, j'ai eu cette prétention de dire aux gens comment ils devaient gérer leurs parents. Et oui, aussi faire entendre que bah, même si l'entourage il peut pas mal faire, mais des fois, ils ont des conseils maladroits. Et c'est aussi pour que si c'est un entourage, des gens qui disent eux-mêmes ne sont pas encore concernés, mais autour d'eux, ils en ont forcément, qu'ils puissent aussi approcher le côté, la sensibilité un aidant familial et savoir que ce qu'il vit est compliqué. Donc, faire attention à ce qu'on dit, à comment on dit. Si l'aidant t'a pas demandé de conseil, ne lui en donne pas. Ne lui dis pas, ah, mais ta mère, tu pourrais pas la garder à la maison. Mais est-ce que vraiment vous pensez qu'on n'y a pas pensé? C'est que c'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est aussi pour partager ça aussi avec des non-aidants qui pourraient avoir des propos maladroits, tout comme moi, j'en ai eu avant que je sois moi-même aidante. C'est encore tellement fort quand tu en parles, je trouve, l'impact que ça a eu sur toi et qu'on lit dès les 2 premières lignes du livre, hein, pour faire un résumé. On voit que toutes les émotions qui sont forcément liées à ce genre de situation. Et là, on est donc début 2022, ton livre est sorti le 31 décembre 2021, tu as tenu le pari de l'écrire en un an, déjà Yes. félicitations. Merci. Est-ce que tu réalises que tu as écrit un livre et que tu l'as publié, donc en auto-édition, en un an? Je réalise pas vraiment, enfin oui et non. J'ai réalisé le 31 décembre quand j'ai reçu la notification qui me disait bah, ça y est, votre livre est disponible et que les gens qui l'avaient acheté en précommande m'envoyaient des petits messages en me disant ouais, ça y est, il est arrivé sur ma tablette. Et là, c'était une émotion. Enfin, c'était vraiment un super cadeau parce que 2021 a été une année difficile pour moi à titre personnel, vu la situation que je décris avec ma mère, mais après, comme bon nombre de Français et Françaises, et aussi même au niveau mondial avec la pandémie. Donc, 2021 a été compliqué, donc c'était trop joli. J'étais super contente. J'étais super contente. Donc, je réalisais pas. Et là, je commence un peu plus à réaliser parce que là, je commence à recevoir des retours sur bah, ça y est, je l'ai lu, ça y est, j'ai commencé. Là, j'ai 2 collègues même qui sont en train de le lire. Une qui a terminé et qui m'a dit bah, merci, super, je connaissais pas cette facette de toi. Une autre qui me dit attends, là, je suis au tout début, ça se lit vite, c'est bien, c'est percutant. Et donc, voilà, je commence à avoir des retours. Alors, c'est des retours voilà, de mon entourage, mais qui pour moi est tout aussi valable. Surtout que c'est des collègues, donc ce n'est pas des amis, c'est des collègues. Donc, oui, je réalise et en même temps, je ne réalise pas parce que ça a été tambour battant, quoi. C'était 12 mois, mais c'était, mine de rien, ça a été vite à la fois. Je me disais, mais c'est pas vrai.
il me reste 15 jours, c'est drôle. Là, j'arriverai jamais. Donc, moi, j'ai voulu abandonner. Puis après, mon petit côté bon élève, et puis c'est pour ça que je dis que c'est bien qu'il y avait le mastermind, parce que même si tu voulais lâcher, il y avait quand même les rendez-vous. Donc bon, bah, après, moi, ça me reboostait à chaque fois, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à la Christelle d'il y a un an qui se disait ah alors mes proches vont me lire donc il faut peut-être que je fasse attention à ce que je vais écrire. Est-ce que je vais y arriver en un an? Pas sûr, mais j'aimerais bien. Bah, je lui dirais, vas-y, tu verras bien, te bride pas, c'est ton endroit d'expression, c'est ta responsabilité. Donc, de toutes les façons, il y aura des gens à qui ça ne va pas plaire, que ce soit de ton entourage ou pas, de ta famille ou pas, mais c'est ta vérité, partage-la. Partage-la d'autant plus que ça va venir interpeller d'autres personnes, d'autres aidants. Et c'est déjà le cas. Je me suis connectée via le livre à une autre aidante avec qui on discute, on se parle. Donc, je lui dirais à cette Christelle, je dirais, vas-y, tu vas avoir des belles rencontres, des belles surprises. Comment ton entourage, la famille, les gens le reçoivent, ça ne t'appartient pas en fait. Ce qui t'appartient, c'est d'aller jusqu'au bout, parce que ça va t'aider à tenir une année 2021 compliquée, complexe. Et donc ça, c'était les conseils que tu te donnerais à toi-même, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils peut-être pour les personnes qui auraient un sujet brûlant comme ça, une envie d'écrire un témoignage sur leur vie, mais qui hésiteraient, ben, peut-être parce que c'est un sujet lourd, peut-être par peur de l'immensité du projet, entre guillemets. Je leur dirais que s'ils ont l'envie, il faut l'écouter. Enfin, pour moi, qui ai toujours donné crédit à mes envies d'écriture, ça m'a toujours beaucoup apporté. Ça a beau être une histoire que tu as vécue, tu veux écrire, peu importe. Comme tu le disais dans un de tes posts, c'est une spéléo, quoi. Tu re-regardes en toi et en fait, tu te redécouvres. Donc, il faut jamais faire l'économie d'essayer de mieux se connaître. Et quand il y a une envie comme ça d'écriture, ça vient parler à un moment donné, il faut que je me repenche sur moi, mon histoire, même si c'est une histoire fictionnelle. Donc, je dirais, s'il y a l'envie, nos limites, faut y aller. Et il ne faut pas se brider en se disant non, mais je ne peux pas parler de ça, c'est inconvenant, ça va intéresser personne. J'ai une copine qui dit, en citant une sociologue, Brené Brown, qui dit les problèmes les plus personnels sont les plus universels. Donc, ce que tu vis, quelqu'un d'autre forcément le vit, et tu vas rendre un service à cette personne qui peut-être ne peut pas s'exprimer, et même tu vas porter ce sujet à la connaissance de plein de personnes, donc il faut y aller. Je conseillerais aussi, moi franchement, mais heureusement que je me suis inscrite au mastermind, parce qu'au début, tu as l'enthousiasme, tu as envie, je suis trop contente, le 1er janvier 2021, ouais, super. Ouais, puis il y a des moments où tu n'as pas envie, quoi. Tu n'as pas envie. Et donc, moi, je me suis rendu compte, tu l'avais dit une fois, tu as dit, ouais, mais vous savez, l'écriture, en fait, moi, telle que je la propose, c'est une aventure collective. Et la même chose, je me dis, non, mais quelle histoire de collective. Je suis chez moi, j'écris, point. Personne n'a rien à me dire. Et puis, en fait, tu te rends compte que, enfin, en tout cas, pour moi, j'étais bien contente d'être dans un cadre. Tu te sens moins seule. Tu te dis, ah, ben, ok, je ne suis pas la seule à ressentir ça. Et les peu de fois où j'ai posé une question ou quoi, tout de suite, les gens, ils te répondent. Donc, tu te sens aiguillé, accompagné, sans compter qu'en plus, voilà, moi, je proposerais, surtout si c'est un premier, hein, après, chacun fait ce qu'il veut, mais ouais, de se mettre dans oui, soit un mastermind, soit une école d'écriture comme tu proposes ou autre. Parce qu'en fait, même si moi, j'écrivais, je croyais que je savais beaucoup de choses, en fait, tu as toujours à apprendre. Et c'est passionnant. Donc, puis on gagne du temps, en fait. Moi, j'ai gagné du temps. C'est que j'ai gagné du temps, c'est que j'aurais appris, mais par beaucoup d'essais-erreurs. Donc, je conseillerais aussi d'être dans un groupe, une structure, une école, juste pour être encadré, avoir des bonnes idées, de la méthode. Après, c'est possible sans, mais moi, je me rends compte que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et typiquement, là, sur l'auto-édition, heureusement, parce qu'au début, je m'en faisais toute une montagne. Moi, honnêtement, au début, je me suis dit, bah, attends, je vais faire mon truc. Et le mastermind, il va surtout me servir pour cette partie-là. Et en fait, ça m'a servi bien au-delà de ça, parce que cette dimension auto-édition, je me dis, oh mon Dieu, ça va être l'horreur. Ouais, puis finalement, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Donc,
c'est aussi pour une dimension très opérationnelle que je conseillerais d'être dans une école, une structure, et aussi dans la dimension d'écriture, quoi, créative et éditoriale. C'est pas forcément adapté à tous. J'aime bien que toi tu parles du syndrome de la bonne élève. C'est vrai que personnellement, moi, c'est aussi ce qui m'épanouit beaucoup, c'est d'avoir un cadre. Ça va pas convenir à tout le monde, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tout cas, si c'est avoir un cadre qui vous rassure, c'est clairement une option à creuser, je pense. Est-ce que tu as des envies, du coup, futures, des idées de futurs livres? Futur livre, là, non. Je vais travailler la version papier parce que j'ai d'abord travaillé la version online, digitale, pour pouvoir tenir les délais, hein, toujours le petit syndrome de la bonne élève. Donc, j'ai fait d'abord la version en ligne. Donc là, je vais travailler la version papier, la promo du livre. Donc, c'est vrai que là, je n'ai pas d'idée d'autres. J'ai réfléchi, mais bon, voilà. Donc, je me suis dit, bon, si tu n'as rien qui vient, accepte aussi un petit peu de souffler, de rien faire. Et puis, je me dis, bon, allez, savoure un peu plus cette victoire, parce que pour moi, c'est une victoire que l'édition du livre. Après, il y a des gens qui m'avaient proposé au tout début de l'écriture, une directrice d'EHPAD, de venir lire des extraits dans son EHPAD. Donc, je pense que si je mène des actions, ce sera plus encore autour du livre, de cet ordre-là, pour faire mieux connaître la réalité des aidants, et puis aussi créer des petits réceptacles pour les aidants, quoi, des moments où on leur dit, écoute, on sait ce que tu vis, t'es pas tout seul, c'est pas tabou d'en avoir marre. Voilà, donc je pense que je vais quand même rester beaucoup autour du livre pour l'instant. Et puis là, c'est pas une envie d'écriture, mais je vais peut-être, je sais pas, je réfléchis à remonter sur les planches, parce que avant d'écrire, je faisais de l'interprétation, je jouais des pièces. Donc peut-être que je vais refaire quelque chose où je joue, mais je sais pas encore quoi. C'est une envie qui est là, on verra. On te conseille de la suivre, ça c'est sûr. Merci beaucoup Christelle pour ce précieux échange et notamment tout ce témoignage que tu portes pour les aidants et les futurs aidants. Et merci à toi pour tous ces conseils pour les auteurs qui peut-être voudraient écrire un témoignage mais n'osent pas se lancer. Foncez! Merci beaucoup Ingrid et merci de m'avoir accueillie et puis aussi de m'avoir permis de vivre cette aventure. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast ou le partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.fr/hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des auteurs.